Bienvenue dans Richissime, le podcast qui révolutionne la façon dont on parle d'argent chez vous au bureau, entre amis, sans jargon et surtout sans tabou. Je suis Delphine Pinon, je suis money coach, investisseuse en immobilier et libre financièrement à 35 ans. Depuis plusieurs années déjà, je vous aide à développer votre intelligence financière et votre money mindset dans le but de créer enfin de vrais changements dans votre vie. Chaque semaine, je partage un nouvel épisode avec un invité ou en solo dont l'ambition est de provoquer de vraies prises de conscience à propos de l'argent. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, c'est tout simplement Richissime Podcast, pour les coulisses du podcast, pour retrouver aussi des contenus inédits à propos de l'argent, des partages plus personnels et enfin pour connaître mes offres de formation et d'accompagnement. Dans ce nouvel épisode capsule, j'aimerais répondre à une des questions que beaucoup de gens se posent en ce début d'année 2023. Est-ce que 2023 est une bonne année pour investir dans l'immobilier ou est-ce qu'il vaut mieux attendre ? 2022 a été une année exceptionnelle à plein d'égards. L'inflation post-Covid a poussé les banques centrales un peu partout dans le monde à relever leur taux directeur, taux auquel les banques empruntent l'argent qu'elles nous prêtent ensuite. Ce qui a donc amené les banques à relever leur taux d'emprunt, notamment pour les crédits immobiliers. Les taux d'emprunt sont ainsi passés de 1% environ en début d'année à plus de 2,5% en fin d'année pour les particuliers. Pour les professionnels, y compris les investisseurs comme moi qui empruntent via une SCI à l'IS, le taux d'emprunt actuel hors assurance pour de l'immobilier frôle les 4%. Et l'accélération a eu lieu à peu près à la milieu d'année, à l'été 2022. À ce moment-là, les professionnels pouvaient encore emprunter sous la barre des 2%. Les taux d'emprunt ayant été relevés, il y a eu un effet mécanique, souhaité évidemment, de limitation du nombre de crédits octroyés pour ainsi limiter l'argent en circulation, ce qui a évidemment participé à faire baisser l'inflation. Les octrois de crédit ont donc chuté en 2022, sous l'effet mécanique de la hausse des taux d'emprunt, mais aussi car les banques ont durci leurs conditions d'accès aux emprunts. Hausse des niveaux d'apport demandés, limitation des emprunts pour des investissements et notamment des investissements locatifs, restrictions territoriales, financement durci des projets notamment avec beaucoup de travaux ou un peu complexes. L'Observatoire du Crédit Logement a constaté une baisse de plus de 35% des crédits octroyés entre 2021 et 2022 sur les derniers mois de l'année. Certains estiment même que ce chiffre est sous-estimé et je fais partie de ces gens-là car bon nombre de dossiers ne sont en fait pas du tout étudiés par les banques et sont directement écartés. Après 6 années de taux d'emprunt très bas, de 2015 à 2021, et de conditions d'emprunt très favorables, le resserrement du marché du crédit a été particulièrement soudain, voire même violent de la vie même des banquiers. Mais tout n'est pas tout noir. Dans un contexte de taux d'emprunt élevé et donc de baisse d'octroi des crédits, le marché immobilier commence lui aussi à baisser alors qu'il était très haut en 2021. Il est donc plus facile de négocier quand on veut acheter et donc de faire des affaires. Si vous avez l'impression que le marché a stagné, que le marché immobilier a stagné sur votre zone, alors vous oubliez l'effet de l'inflation. Dans un contexte d'inflation supérieure à 7% ou qui commence un petit peu à baisser sous la barre des 6%, l'immobilier aurait dû augmenter d'autant. Donc si les prix dans votre zone ont stagné, en réalité c'est une illusion. Vous avez peut-être l'impression que le marché n'a pas baissé parce qu'il a stagné, c'est une illusion. Votre bien a en réalité perdu de la valeur d'au moins le même niveau que l'inflation sur cette période. Alors cette nouvelle donne est-elle favorable aux investisseurs, notamment pour 2023 ? Comment savoir si la période est propice aux investissements immobiliers ou s'il vaut mieux attendre ? L'erreur à ne pas faire en ce moment, c'est de se focaliser sur le fameux taux d'emprunt. Le taux d'emprunt est très loin d'être le seul critère à prendre en compte quand on veut faire un investissement, quel qu'il soit, investissement immobilier notamment, pour lequel on va emprunter de l'argent à la banque. En fonction de votre stratégie d'investissement, le taux d'emprunt est même un critère parfaitement négligeable et j'y reviendrai un peu plus tard dans cet épisode. Voilà ce que vous êtes susceptible d'entendre au comptoir du café du commerce en ce moment, et ça fait peut-être probablement des mois que vous entendez ça. J'ouvre des guillemets, c'est le pire moment pour emprunter parce que les taux sont hauts, tu ferais mieux d'attendre. Toi, Bernard, ou Magali, qui a envie d'emprunter pour faire de l'immobilier en 2023. Est-ce
est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que l'analyse du café du commerce est pertinente? Eh bien, pas vraiment. La première question à se poser quand on est investisseur et qu'on veut investir en 2023 est la suivante. Est-ce que je pense que les taux d'emprunt vont continuer à augmenter ou baisser? Alors, sur les prochains mois, c'est une chose, mais évidemment sur 2024 et sur 2025, parce que sur quelques mois, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Rien que la réponse à cette question est pas si simple que ça, et plutôt même délicate. En 2021, par exemple, si on se remet un petit peu en arrière, il n'y avait pas tant d'analystes que ça qui prévoyaient le scénario de 2022, c'est-à-dire celui d'une hausse, et notamment d'une hausse fulgurante. Pour 2023, par contre, maintenant que peut-être, entre guillemets, les pendules ont été remis à l'heure économiquement parlant, pour 2023, tout le monde, alors quand je dis tout le monde, c'est les analystes économiques, ceux que vous entendez à la télé, ceux qui écrivent dans les journaux, notamment économiques, tout le monde s'accorde à penser que les taux vont continuer à augmenter légèrement en 2023, mais moins qu'en 2022, pour commencer à baisser doucement vers, on va dire, la fin de l'année 2023, et évidemment un peu plus significativement en 2024, pour revenir à, j'ose pas dire à la normale, à un nouveau normal, ce qui sera le nouveau normal en 2025. Donc vous voyez que autant l'augmentation a été fulgurante et c'est fait en moins d'un an et très concentrée sur 6 mois de l'année 2022, autant la baisse, elle, va plutôt se jouer sur 1 an ou 2, sachant qu'en 2023, là, au moment où j'enregistre cet épisode, on est déjà en janvier 2023, il est encore probable que les taux continuent à augmenter, même si c'est d'une façon un petit peu moins importante que ce qu'elle a été, que ce que ça a été en 2022. Donc j'ai fait mes petits calculs à moi dans mon coin. Pour des questions évidentes de simplicité, je ne vais pas partager l'intégralité des chiffres avec vous dans ce podcast. Ce serait absolument imbuvable, ce serait très compliqué pour moi de vous partager des chiffres, mais je vais vous partager en tout cas le raisonnement qui m'a amené à la conclusion suivante. Prenons l'hypothèse que vous fassiez un projet immobilier à 100 000 € cette année avec un crédit à 3%. Avec une hypothèse, on va prendre un rendement brut à 10%. Dans ce scénario, vous commencez à rembourser votre crédit donc cette année, en 2023, et vous engrangez évidemment les cash flows positifs, quand il y en a, dès cette année. A priori, sur un rendement brut à 10%, vous allez avoir des petits cash flows positifs, puisque on va considérer qu'à partir, dans la conjoncture actuelle, on va dire qu'à partir de 9% de rendement brut sur un projet pour lequel vous empruntez la quasi-totalité de la somme sur 20 ans notamment, vous êtes en autofinancement, donc si vous avez un rendement supérieur, vous dégagez des cash flows positifs. Ou alors, vous avez aussi la possibilité d'attendre donc 2024 pour emprunter à un taux. J'ai fait l'hypothèse que peut-être le taux en 2024 redescendrait à 2,2, ou même attendre encore 2025 pour espérer avoir un taux plus proche des taux qu'on a connus ces dernières années, à savoir, dans mes hypothèses, 1,5%. Donc je vous rappelle, soit vous investissez cette année sur votre projet à 100 000 € à 3%, ou alors vous attendez 2024 pour espérer avoir 2,2%, ou alors vous attendez 2025 pour espérer avoir 1,5%. Si vous attendez 2024, le taux d'emprunt sera donc moins élevé, mais vous aurez perdu 1 an de capitalisation. Ce que j'appelle capitalisation, c'est le remboursement de votre crédit, donc de l'épargne que vous faites. Et vous aurez aussi perdu 1 an de cash flow. Et il est plus que probable que vous achetiez votre bien un peu plus cher, car le marché se sera apprécié mécaniquement du fait de la baisse des taux. Pareil donc en 2025, les taux seront encore plus bas dans l'hypothèse que je viens de formuler, donc vous achèterez votre bien immobilier encore un peu plus cher. Donc soit le même bien en gros va vous coûter 102, 105 ou un peu plus de milliers d'euros, soit en réalité pour 100 000 € vous aurez par exemple peut-être une surface un petit peu plus petite. Pourquoi est-ce que je prends cette hypothèse ? Eh bien parce que tout simplement, quand
parce que quand emprunter est plus facile et coûte moins cher, il y a plus d'acheteurs qui est intéressé, notamment des investisseurs immobiliers, mais pas que, et les vendeurs sont donc en position de force, donc le marché a tendance à s'apprécier. Quand les taux sont bas, les vendeurs sont en position de force. Quand les taux sont hauts, les acheteurs sont davantage en position de force. C'est comme ça qu'on va constater notamment les hausses et les baisses du marché de l'immobilier. Donc dans mon hypothèse où vous attendez pour investir au moins une année, il vous faudra donc, et c'est là où je ne partage pas mes chiffres avec vous, il va falloir me faire confiance sur les chiffres que j'ai préparés dans mon petit coin. En réalité, il va vous falloir, j'ai fait plein de simulations d'hypothèses un petit peu différentes, mais je vous ai donné en tout cas les bases de mes hypothèses. Il va vous falloir 9 à 10 ans, je dis bien 9 à 10 ans, si vous décidez d'investir en 2024 ou en 2025 au lieu de 2023, pour que le fait d'avoir attendu rattrape l'effet de n'avoir pas généré de cash flow positif ni remboursé d'emprunt pendant cette fameuse durée de 2023, cette année pendant laquelle vous avez dit je renonce à investir, et en réalité, différer votre investissement dans ce cas-là va nécessiter pour vous d'attendre 9 à 10 ans au moins pour rattraper votre retard. Sur donc les 3 facteurs que je disais, la capitalisation, donc le remboursement de votre emprunt, les cash flows positifs, mais aussi le fait que de fait, le marché va repartir légèrement à la hausse et donc vous allez à nouveau acheter plus cher. Sans parler évidemment de la plus-value latente que vous faites si vous investissez maintenant et que, dans mon hypothèse, le marché s'apprécie en année 1 ou encore en année 2. Alors, dans mon tableau, j'ai même pas pris en compte ce facteur. Il y a autre facteur, c'est-à-dire évidemment si on part du principe que les taux vont baisser, on part du principe que le marché est en train de se tasser, là il va se tasser en 2023, va repartir légèrement à la hausse en 2024 et en 2025, donc ça veut dire que si vous achetez maintenant, vous avez une plus-value latente à aller chercher à année plus 1 ou à année plus 2. Sans compter aussi un autre facteur, c'est le fait qu'au bout de 2 ans, si j'emprunte en 2023, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, probablement en 2025 ou 2026, je vais pouvoir refinancer mon emprunt pour faire baisser le taux des mensualités, effectivement, si à l'origine j'ai emprunté à 3%. Mais évidemment, on connaît assez bien le mécanisme. Quand on emprunte à un niveau qui est relativement élevé et sous réserve d'attendre quelques années, un petit peu en général, déjà attendre quelques années pour que les taux baissent et aussi pour qu'une banque veuille bien étudier notre dossier, on va dire au moins 2-3 ans. Dans 2-3 ans, je vais pouvoir retourner toquer à la porte d'une banque pour renégocier mon emprunt, on appelle ça refinancer, renégocier mon emprunt et obtenir un taux plus bas. Si j'arrive à faire ça dans 2-3 ans, là, c'est pas 9 ou 10 ans qu'il va me falloir pour rattraper le retard, mais c'est encore plus que ça. Conclusion, dans mon cas de figure, si je fais le pari que les taux d'emprunt vont baisser en 2024 et en 2025, c'est pas des petites baisses que j'ai simulées, parce que dans ma simulation, on revient sur des taux à 1,5 en 2025. Alors, dans ce cas, mieux vaut investir dès maintenant et ne pas attendre. Voilà. La conclusion de cette première hypothèse, vous l'avez. Si vous pensez que mon scénario est plausible, si vous confrontez mon analyse avec les sources que vous entendez dans les médias, que vous semblez assez d'accord avec ça, eh bien écoutez, il y a en réalité absolument aucune raison d'attendre, vous avez plutôt intérêt à investir dès maintenant. Maintenant, si vous pensez que les taux vont continuer à augmenter, ce qui n'est absolument pas impossible. C'est-à-dire, grosso modo, on se place dans une configuration où l'inflation va durer beaucoup plus longtemps qu'on ne pense. Et je fais un petit aparté, ce n'est pas dans mon script, je n'avais pas prévu de vous dire ça, mais effectivement, si vous suivez un petit peu les analystes et évidemment si vous suivez aussi l'actualité, notamment économique et géopolitique mondiale, vous voyez que la politique de la Chine vis-à-vis du Covid et la réouverture de ses frontières notamment, fait qu'on peut estimer qu'ils ont envie de revenir en grande force dans l'économie mondiale. Et donc que peut-être effectivement ils vont
avec du fait de la demande chinoise qui va réaugmenter, peut-être ça va avoir à nouveau un effet sur les goulots d'étranglement, sur les pénuries, et donc ça va maintenir l'inflation et notamment les prix élevés sur certaines matières premières de construction et autres. Donc, dans cette configuration-là, on estime que plus la Chine est dans le game de la consommation mondiale, plus effectivement ça va maintenir une inflation élevée ou moyenne un peu plus longtemps, ça va la prolonger. Donc ce scénario n'est pas idiot non plus. Donc si vous pensez que ce scénario est valable, c'est-à-dire qu'au contraire, les taux vont continuer à augmenter en 2023, ça on l'a dit, mais ils vont aussi continuer à augmenter en 2024 ou se maintenir et continuer à augmenter en 2025. Eh bien là, la situation s'inverse. Vous bénéficiez maintenant d'un taux d'emprunt moindre par rapport à ce qu'il sera dans le futur. Mais vous allez acheter à un prix qui potentiellement est plus élevé que ce que vous allez connaître dans le futur. C'est exactement l'inverse de mon raisonnement du juste avant. C'est-à-dire que si vous pensez que les taux vont continuer à être élevés, vous imaginez bien qu'il y aura encore moins d'acheteurs sur le marché de l'immobilier par rapport aux vendeurs, et donc que les acheteurs seront en position de force, et que donc le marché de l'immobilier va continuer à se tasser. Ça veut dire que en achetant cette année, vous achetez plus haut que ce que vous êtes susceptible d'acheter en 2024 ou 2025. Alors que dans mon hypothèse, si vous vous attendez à ce que les taux continuent d'augmenter, vous acheterez moins cher, voilà, comme je le disais, dans le futur. Il se peut que dans ce cas, ce soit plus intéressant donc d'attendre pour investir. Tout dépend évidemment de la proportion selon laquelle le marché est susceptible de baisser ou de croître. Est-ce que le marché va être lent à décroître, ou est-ce que la baisse est toute relative? Ça, on ne sait pas trop, sachant qu'en France, on est relativement protégé, c'est-à-dire qu'on n'a pas un marché de l'immobilier qui fluctue de plus 30% une année, moins 30% une autre, ça n'existe pas vraiment chez nous, de par la nature du financement bancaire qui est très, on va dire, qui est très protecteur et qui limite les grosses vagues sur le marché de l'immobilier. Mais comme je vous le disais plus tôt, le taux d'intérêt est loin d'être le seul critère à regarder pour prendre une décision d'investissement en 2023, mais dans l'absolu, ce sera pareil en 2024 et en 2025. Un des gros avantages de la période 2015-2021 pour tous les investisseurs, c'était la possibilité d'emprunter sans apport, ou avec un apport très réduit. Tant que vous pouvez emprunter sans apport, et si c'est encore votre cas en 2022, il faut sauter sur l'occasion et ne pas attendre. C'est-à-dire que la possibilité de n'avoir injecté aucune liquidité dans votre projet immobilier est un atout énorme. Donc si, par rapport à votre situation personnelle et avec la banque avec laquelle vous discutez, vous avez encore cette possibilité de n'avancer aucun frais, de mettre aucun apport dans votre projet, allez-y, vous ne savez pas. Déjà, c'est déjà de plus en plus rare, honnêtement. Moi, j'ai l'impression que ça n'existe plus, mais donc si vous êtes un des rares seuls à pouvoir encore le faire, faites-le et n'attendez pas que les robinets se coupent intégralement. Pour ma part, j'avais emprunté sans apport en 2020 et 2021, mais en 2022, niet. Pour notre dernier projet, on a dû mettre à peu près 10% d'apport. Donc si on imagine que la baisse des taux en 2024 et 2025 s'accompagnera d'un retour des financements sans apport, alors pourquoi ne pas attendre et éviter d'utiliser du cash? Parce que si aujourd'hui vous empruntez à des taux qui sont de 3%, mais que vous avez pas mal d'apports à mettre, alors que vous vous dites peut-être, ok, les taux vont baisser, certes, les taux vont baisser, le marché va un peu augmenter, mais j'estime que peut-être l'année prochaine, je pourrais probablement emprunter sans apport. Et là, on est vraiment dans la science-fiction, dans le sens où c'est votre conviction personnelle qui va jouer. Mais dans ce cas-là, effectivement, peut-être attendre un petit peu, différer votre projet de 6 à 18 mois pour éviter d'utiliser ce cash. Si vous pensez que c'est pas si important de mettre un apport ou non, que c'est un critère négligeable dans le fait d'investir ou non, je vous invite à réécouter ma capsule numéro 28 que j'avais intitulée Cash is King sur l'importance d'avoir toujours des liquidités et le maximum de liquidités, surtout quand on est investisseur, mais pas que. L'autre critère qui va entrer en ligne de compte dans votre décision, c'est celui de l'horizon de sortie.
Je m'explique. Certaines stratégies immobilières ne reposent pas ou reposent peu sur la capitalisation, c'est-à-dire le remboursement des échéances, ou sur les cash flows positifs qui, eux, dans un cas comme dans l'autre, s'accumulent dans la durée. Mais ces autres stratégies reposent, elles, sur le fait de faire une plus-value, si possible rapide, et donc sur une durée de détention courte. Notamment, c'est le cas sur les stratégies d'achat-revente, quand par exemple, vous faites de la rénovation, vous faites un embellissement quelconque, vous faites une division, une extension, quelque chose qui en quelques mois donne beaucoup plus de valeur à votre produit immobilier, ce qui vous ouvre la possibilité de faire une plus-value latente. Quand vous savez que vous allez apporter énormément de valeur à un bien en peu de temps, ou quand c'est carrément votre stratégie d'aller chercher une plus-value latente à court terme, mieux vaut prendre votre gain le plus vite possible. Évidemment, si votre stratégie repose là-dessus, vous le savez, normalement j'ai pas besoin de vous l'expliquer, mais si effectivement ça n'est pas une évidence pour vous, il y a des stratégies immobilières qui ne consistent pas juste à attendre 5 ans, 10 ans, 15 ans, soit d'avoir accumulé des cash flows et ou d'avoir remboursé son prêt immobilier. Il y a des stratégies immobilières qui reposent sur la plus-value rapide. Il y a aussi des stratégies immobilières qui reposent sur la plus-value à long terme. Là, je vous parle des stratégies immobilières qui veulent faire une plus-value rapide. Par exemple, vous achetez un appartement pour 60 000 € et vous faites 40 000 € de travaux, mais vous savez que vous pouvez revendre ce bien à 130 000 € dès la fin des travaux, parce que vous avez bien étudié le marché, parce que peut-être vous avez acheté particulièrement bas, vos 60 000 €, ils sont peut-être hyper bien négociés, et donc dans ce cas, vous avez tout intérêt à revendre très rapidement votre bien, à réaliser une plus-value, à encaisser vos 30 000 € moins l'impôt sur la plus-value, puisque là on parle d'investissement locatif, il y aura forcément un impôt sur la plus-value quelque part, et réinvestir votre cash, donc les 30 000 € moins la plus-value, dans un autre projet éventuellement, ou les placer, ou en faire fichtre ce que vous voulez. Et dans le cas où vous détenez un bien très peu de temps, quelques mois, une année, 18 mois au maximum, et que vous comptez faire une plus-value assez rapidement, la question du taux d'emprunt a peu d'importance. Il y a même certains investisseurs qui diront ça n'a aucune importance. Dans ce cas de figure, l'important c'est c'est le prix d'achat en fait, c'est votre capacité à avoir négocié votre prix, ou d'être éventuellement tombé sur une affaire, et donc l'opportunité qui se présente à vous par le projet en question qui est sous vos yeux, eh bien, c'est important du coup à ce moment-là que vous ayez votre prêt pour ce projet-là, parce que ce projet-là, dans cette conjoncture-là, ne se représentera pas, pardon. Donc peu importe au final le prix de votre emprunt qui va du coup courir sur peu de temps, quelques mois, l'important c'est que vous saisissiez cette occasion d'acheter à bas prix, de saisir une opportunité, de bien négocier ou d'avoir le bien qui vous permet de faire une plus-value parce qu'il y a une extension à faire, parce qu'il se prête hyper bien à faire une division, etc., etc. Ça n'a aucun sens d'être regardant sur le taux d'emprunt. Dans ce cas-là, au risque évidemment de passer à côté du projet, de l'opportunité, de la bonne affaire et de la possibilité de fortement négocier le prix d'achat à la baisse avec la conjoncture. En définitive, voici mes recommandations pour vous. Chaque conjoncture économique apporte son lot d'avantages et d'inconvénients. Un bon investisseur doit être capable d'adapter sa stratégie au gré des évolutions macroéconomiques pour tirer le meilleur parti de la conjoncture. Par exemple, si vous avez retenu de la période 2015-2021 taux bas égale bon cash flow positif égale il faut investir, vous allez penser obligatoirement que taux élevé égale moins de cash flow ou plus du tout de cash flow égale ne pas investir, attendre, no go, on n'y va pas, mayday, sauf qui peut. Et donc si vous avez retenu un schéma un peu trop simpliste d'investissement, une conclusion un petit peu trop simpliste, vous allez passer à côté de la complexité et donc de la richesse des raisonnements qui sont propres aux vrais investisseurs, qui eux s'adaptent en permanence, qui connaissent un panel large de stratégies à mettre en œuvre et qui sont capables de se dire dans cette conjoncture, ces projets-là sont moins intéressants, mais ces projets-là sont
continue à être intéressant, donc je vais réadapter ma stratégie en fonction de la conjoncture. Ne vous focalisez pas sur le taux d'emprunt. Il y a des opportunités à saisir quand les taux sont bas et il y a d'autres opportunités à saisir quand les taux sont hauts. Et donc, en fonction de votre stratégie et de votre capacité à aussi moduler votre stratégie, le taux n'a peut-être même pas vraiment d'importance dans votre cas. Voilà pour cet épisode. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Sur ce, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Si vous avez envie de prolonger la discussion et de débattre avec moi, ça se passe sur Instagram. D'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, bye bye.